Chers étudiants, bonjour. Ravi de vous rencontrer pour notre cinquième séance ensemble. Durant cette séance, nous allons parler de la structure organisationnelle du projet. Petite introduction, ce module a pour objectif de faire découvrir les fondamentaux de la gestion de projet à travers une approche synthétique et pédagogique. Nous allons introduire le chapitre lié à la structure organisationnelle. Nous verrons aussi la relation entre les différentes structures organisationnelles et la gestion de projet. Alors, première chose, nous allons parler des composantes de l'entreprise. Donc, au sein de chaque entreprise, mener un projet avec succès est l'ultime objectif. D'où l'importance de l'entreprise elle-même, à savoir la structure de l'entreprise, sa culture, ainsi que sa stratégie. Chacune de ces composantes joue un rôle primordial et ensemble, elles forment l'environnement au sein duquel le projet aboutira à son succès. Les différents aspects qui impactent un projet diffèrent d'une entreprise à une autre. Certains facteurs nous renseignent sur le contexte dans lequel les activités d'un projet doivent être opérées et par conséquent, la compréhension de ces aspects permet de mieux gérer un projet. Maintenant, nous allons parler de la structure organisationnelle. Alors, qu'est-ce que l'entreprise? On va la définir. Alors, l'organisation. Donc, l'entreprise est une entité sociale qui a un objectif collectif et qui est liée à un environnement externe. Le but d'une entreprise ou alors d'une organisation est de coordonner les efforts de plusieurs personnes pour atteindre des objectifs. Une structure organisationnelle définit la manière dont les activités telles que la répartition des tâches, la coordination et la supervision sont orientées vers la réalisation des objectifs de l'entreprise. La structure organisationnelle influe sur l'action de l'organisation et constitue la base sur laquelle reposent les procédures opérationnelles standards et les routines. Alors, la hiérarchie de gestion, elle représente les relations hiérarchiques. On veut dire par là qui on compte à qui est le supérieur de qui, etc. La chaîne officielle de contrôle ou d'autorité, qui traite des activités officielles telles que le licenciement, l'embauche et la promotion. L'entreprise peut être regroupée en grandes subdivisions sur la base d'un certain nombre de cadres. Responsabilité et type de travail pour chaque subdivision. Les lignes d'autorité et de communication officielles. L'entreprise informelle est également importante et peut exister parallèlement à l'organisation officielle. La communication de l'informel est socialement motivée. Toujours avec la structure organisationnelle. Alors, il existe plusieurs formes de structure organisationnelle, nous allons les voir. La meilleure forme de structure dépend en fait des objectifs, du type de travail qu'elle est censée accomplir et de l'environnement dans lequel elle opère. La structure organisationnelle se compose en trois éléments clés. Premièrement, la désignation des relations hiérarchiques officielles, c'est-à-dire le nombre de niveaux dans la hiérarchie et l'étendue du contrôle. En deux, on va trouver le regroupement. Ce qu'on veut dire par là, c'est le nombre d'individus en département. Alors, regroupement d'individus en département. Regroupement de départements dans l'ensemble de l'organisation. En trois, nous allons trouver
la conception de système. Alors, conception de système pour une communication efficace, pour une coordination et pour l'intégration entre les départements. Maintenant, nous allons voir les formes de base des structures organisationnelles. Donc, ou alors les types d'organisation ou alors d'entreprise ou de structures organisationnelles que l'on trouve le plus souvent ou alors les plus courantes. Nous allons trouver ce qu'on appelle l'organisation fonctionnelle, l'organisation par projet, ainsi que l'organisation matricielle. Donc voici un diagramme pour vous donner une petite idée de ce que pourrait être une organisation ou alors une structure organisationnelle d'une entreprise. Comme vous pouvez voir, donc en haut vous allez avoir la directeur général, le DG, euh, le fondateur de l'entreprise par exemple. En dessous, on va voir différents départements, à savoir par exemple la comptabilité, les ressources humaines, le marketing, production logistique. Et en dessous de ces départements, vous allez voir d'autres services ou alors de sous-services. Par exemple, la comptabilité fournisseur, comptabilité client. Ça, c'est par rapport à la département comptabilité. Gestion des ressources humaines, on va avoir des sous-départements, à savoir formation, administration du personnel. Pour ce qui est du département marketing et vente, vous allez avoir des sous-départements, par exemple le commercial, la communication, le marketing de produits. Pour la production, vous allez avoir de sous-départements, par exemple la fabrication, les méthodes, recherche et développement, etc. Un autre exemple, le département logistique. Donc, on va avoir les achats, l'approvisionnement, les expéditions, etc. Donc, ceci est un exemple, chers étudiants, quant à une structure d'entreprise fonctionnelle. C'est ce qu'on appelle fonctionnel. C'est le type le plus courant. Alors, on va parler maintenant sur des caractéristiques de la structure fonctionnelle, celle qu'on vient de voir sur le diagramme. Donc, la structure fonctionnelle repose sur la division d'une organisation en petits groupes, chargés de tâches ou de rôles spécifiques. Par exemple, une entreprise peut avoir un groupe travaillant dans les technologies de l'information, un autre dans le marketing et un autre dans les finances. Comme on l'a expliqué, donc, c'est la plus courante des trois structures organisationnelles adoptées par la plupart des entreprises. Chaque département dispose d'un responsable ou d'un directeur qui répond à un dirigeant situé à un niveau supérieur dans la hiérarchie et qui peut superviser plusieurs départements. C'est le cas par exemple d'un directeur du marketing qui supervise, donc le terme technique c'est superviser, qui supervise le département marketing et répond à un vice-président qui est lui-même responsable des divisions marketing, finance et informatique. Donc cette structure fonctionnelle, elle fonctionne le mieux dans les petites entreprises, dans lesquelles les différentes sections sont géographiquement proches les unes des autres et qui ne fournissent qu'un petit nombre de biens et ou de services. Dans une structure fonctionnelle, l'organisation est divisée en différentes sections basées sur la spécialité. Par exemple, il peut y avoir une section pour les ventes, une autre pour le service à la clientèle et une autre pour les superviseurs qui traitent les problèmes de niveau supérieur. Le rôle du gestionnaire de projet est de veiller à la bonne exécution des processus et des projets. Toutefois, le gestionnaire fonctionnel
a le plus de pouvoir et prend la décision finale. Quels sont les avantages d'une structure d'organisation fonctionnelle? Eh bien, un des avantages de cette structure fonctionnelle est le rôle du responsable fonctionnel, ce qui signifie qu'il n'y a qu'un seul patron. Autre avantage, cela réduit ou empêche les conflits d'intérêts et facilite la gestion des spécialistes. Alors, cela mène ou alors conduit à une ligne d'autorité claire, un développement de carrière euh, confortable et facile, expertise technique, affectation flexible des ressources, maintien de la conception de l'entreprise. Enfin, les membres de l'équipe projet restent liés à leur groupe fonctionnel. Ce qu'on veut dire par là, c'est que euh, les avantages qu'on peut tirer de ce type de structure fonctionnelle, c'est qu'il y a un seul patron, par conséquent, il n'y a pas d'interférence. C'est-à-dire qu'à la ligne d'autorité, lorsque les instructions sont transmises aux personnes qui sont en dessous dans la hiérarchie, eh bien, la communication va être claire et la ligne d'autorité claire. Développement de carrière clair aussi, parce que du fait que la hiérarchie est faite de cette manière très simple, confortable et facile, on peut affecter des ressources facilement. Et on va dire, on l'a déjà dit, mais on va le répéter, c'est le type de structure organisationnelle le plus courant, le plus répandu. Autre avantage de cette structure, donc, le chef de projet a une autorité, un pouvoir limité. Aucune responsabilité sur l'ensemble du projet, aucun accent sur le projet. Les projets peuvent prendre plus de temps, il peut y avoir une faible coordination entre les fonctions, il peut y avoir un manque de clients, d'orientation client, faible délégation de pouvoir, des retards de travail dus à la bureaucratie, absence de vision d'ensemble, cloisonnement fonctionnel, c'est-à-dire isolement des autres. Les projets peuvent être sous-optimaux en raison d'un intérêt ou d'un engagement variable au-delà des frontières fonctionnelles. Donc ça, vous l'avez compris, on parle à présent de inconvénients et non d'avantages. Donc inconvénients d'une structure d'organisation fonctionnelle. D'un point de vue visuel, on l'a déjà vu, ici, chers étudiants, une autre représentation graphique. Donc directeur général au sommet. En dessous, vous allez avoir les différents chefs de projet pour les différents départements. Et en dessous, ces chefs de projet vont gérer différentes équipes ou alors différents personnels. Alors, les cases grisées représentent le personnel engagé dans des activités de projet. Deuxième type de structure organisationnelle, la structure organisationnelle projetée. L'organisation par projet est une structure organisationnelle axée sur le projet, dans laquelle le chef de projet a l'autorité finale sur le projet. Contrairement à la structure organisationnelle qu'on vient de voir, où où le chef de projet n'a pas vraiment une autorité optimale. Donc ici, le chef de projet a l'autorité finale sur le projet pour prendre des décisions, établir des priorités, acquérir et affecter des ressources. Une organisation axée sur un projet désigne spécifiquement une structure organisationnelle mise en place de manière à ce que le chef de projet dirige le groupe et à ce que le chef de projet ait l'autorité finale pour prendre toutes les décisions concernant l'organisation.
Donc on voit bien que la structure est faite d'une certaine manière à ce que le chef de projet ait le maximum de pouvoir de mainmise sur son groupe et sur le projet. Donc, dans une structure par projet, tout le travail est considéré comme un projet. Le chef de projet a un contrôle total, contrairement à la structure fonctionnelle, et tous les membres de l'équipe lui rendent directement compte. On va dire que le grand boss, le grand patron, c'est le chef de projet qui a pouvoir, qui a contrôle sur tout le monde, sur le projet, sur les objectifs, sur les personnes, l'équipe de projet, etc. Alors, caractéristiques de cette structure, de la structure organisationnelle de projet ou alors projeté, les membres de l'équipe sont fidèles à l'objectif du projet. Les membres de l'équipe rendent compte directement au chef de projet. La ligne d'autorité est claire. Cela réduit les conflits et la prise de décision est plus rapide et plus souple. La communication est rapide en raison d'une autorité unique et d'un système de rapport unique. Cela permet de résoudre rapidement les préoccupations des parties prenantes, les fameuses parties prenantes. Donc, lorsqu'il y a un souci ou alors des questions, des préoccupations, eh bien, du fait qu'on a le chef de projet qui est là, qui a plein pouvoir, eh bien, lorsqu'il y a encore une fois des préoccupations, elles sont résolues rapidement parce que la ligne d'autorité est claire et puis c'est le chef de projet qui a tous les pouvoirs. Donc, il peut donner des instructions, il peut donner des informations, euh, il peut communiquer aisément. Il n'y aura pas de conflit d'intérêts, par exemple. Alors, étant la seule autorité, les chefs de projet peuvent prendre des décisions rapides et terminer le projet plus rapidement, du fait que ces chefs de projet ne sont pas obligés de passer par d'autres, on va dire, responsables dans la hiérarchie afin de euh, donner le feu vert pour un projet, pour discuter d'une situation, pour s'entretenir et trouver un- s'entendre sur un point et passer à l'étape suivante. Et bien ici, étant donné que c'est le chef de projet qui a tous les pouvoirs, eh bien le projet va se dérouler plus rapidement. Les membres de l'équipe deviennent plus polyvalents et plus flexibles du fait qu'ils travaillent sur différents projets. La culture du projet est adaptative. Les membres de l'équipe sont encouragés à apprendre des expériences des autres et à partager les leurs. Alors, on va parler de possibles inconvénients de cette structure. Une autorité absolue peut rendre le chef de projet arrogant. Les projets ont toujours des échéances et des calendriers serrés, ce qui peut rendre l'environnement de travail stressant. Une mauvaise communication peut entraîner une duplication, c'est-à-dire une duplication des ressources qu'il y a s'il y a plusieurs projets. Il existe un sentiment d'insécurité parmi les membres de l'équipe. Possible situation aussi. Ils savent qu'ils peuvent perdre leur emploi une fois le projet terminé. Ils ont tendance à être moins loyaux envers l'organisation. Donc, si l'on parle des employés, ou alors des, des personnes qui travaillent sur l'équipe de projet, étant donné donc que c'est une structure où le chef de projet a tous les pouvoirs, eh bien, il se peut que l'équipe de projet qui travaille sur un certain projet ne se sent pas loyale par rapport à l'entreprise. Et du coup, ils vont avoir tendance à travailler uniquement sur un projet et changer d'entreprise, aller voir une autre entreprise. Euh, on ne peut pas dire aussi qu'il y a un environnement qui va donner envie
à ses employés, alors ses équipes de projet, de rester dans l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain sentiment d'insécurité. On ne se sent pas euh, partie entière de l'entreprise par rapport peut-être à la culture, par rapport au type de management, etc. Autre facteur, donc le stress. Le stress au travail, on le sait tous, est un facteur. Il peut parfois être positif pour nous aider à accomplir les deadlines, par exemple, et achever des projets à temps. Par contre, la plupart du temps, eh bien, ce stress permanent, alors le stress au travail peut mener à des situations de démission, par exemple. Alors, entre autres inconvénients, les coûts des employés et des équipements peuvent être plus élevés car ils sont engagés pour une période plus courte. Les employés peuvent ne pas être très qualifiés dans un domaine particulier parce qu'ils travaillent sur un grand nombre de projets différents. Cela peut affecter la qualité des produits livrables. Nous allons parler maintenant de la structure organisationnelle matricielle, ou alors dite hybride. Alors, petite représentation graphique de ce qu'est cette matrice. Comme vous pouvez le voir, toujours au sommet, donc on a le président. En dessous, nous allons voir les différents directeurs de projet des différents départements. Donc vous allez avoir directeur de projet de finance, marketing, recherche et développement, production, ressources humaines par exemple. Ça, c'est en horizontal. En vertical, vous allez trouver le manager, le gestionnaire de projet 1, 2, 3 et 4. On va voir qu'il y a euh, deux managers sur un seul projet, deux gestionnaires de projet qui travaillent en collaboration possiblement sur le même projet. Donc, nous allons expliquer cela euh, maintenant. Donc, structure organisationnelle matricielle. Alors, la structure organisationnelle matricielle est un mélange de la structure organisationnelle fonctionnelle ainsi que la structure organisationnelle par projet. Deux chaînes de commandement fonctionnelles et axées sur le projet. Alors, les participants au projet rendent compte simultanément aux responsables fonctionnels et aux responsables du projet. La structure matricielle optimise l'utilisation des ressources parce qu'elle permet de participer à plusieurs projets tout en effectuant des tâches fonctionnelles normales et d'obtenir une meilleure intégration de l'expertise et des exigences du projet. L'un des avantages les plus importants de la structure matricielle est qu'elle permet une collaboration croisée entre des employés et des départements qui n'ont pas toujours l'occasion de travailler ensemble. Une structure matricielle rassemble des membres d'équipes hautement qualifiés provenant de différents départements, ce qui permet à l'organisation de capitaliser sur les ressources dont elle dispose déjà, plutôt que de rechercher une expertise et de recruter des membres d'équipes de projet à l'extérieur de l'organisation. Les employés peuvent développer de nouvelles compétences. Les membres de l'équipe projet peuvent conserver leur rôle fonctionnel. Donc vous l'avez compris, il s'agit là des avantages de cette structure organisationnelle matricielle. On va désormais passer aux inconvénients de cette structure matricielle. Les membres de l'équipe peuvent avoir des idées fausses sur la manière dont ils doivent répartir leur temps entre leurs fonctions et leurs responsabilités liées au projet. Un conflit peut survenir entre les responsables hiérarchiques et les chefs de projet au sujet de l'allocation des ressources. Le processus de prise de décision peut être ralenti. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a donc deux chefs hiérarchiques, à savoir les responsables hiérarchiques, les managers, les directeurs, etc., et les chefs de projet. Donc,
Si on a un conflit entre ces deux, donc forcément on va avoir un projet qui va être ralenti, il ne va pas être livré dans les temps. Quatrième inconvénient, une trop grande quantité de travail peut entraîner une surcharge de travail. Surcharge de travail peut vouloir dire démotivation, stress, et par conséquent, dans certains cas, vous allez voir les- l'équipe projet qui va se démanteler, ou alors les gens qui la composent vont vouloir quitter le projet. Alors maintenant, nous allons parler de comment définir les objectifs du projet. Avant cela, nous allons continuer euh, par, ou alors avec donc les inconvénients de cette structure matricielle. Donc la mesure des performances des employés peut devenir difficile. La structure matricielle est complexe, ce qui peut être difficile à gérer. Les lignes d'autorité ne sont pas claires. Il y a deux patrons. Donc, chers étudiants, il est important euh, de- d'essayer de euh, conclure et de dire que du fait qu'il y a deux patrons, donc deux grands patrons dans cette structure, eh ben, tous les désavantages, voilà, tous les inconvénients qu'on vient de voir, ils viennent tous de là. C'est parce qu'il y a deux patrons, donc possibilité d'avoir des conflits dans l'allocation des ressources, c'est-à-dire que vous allez avoir le gestionnaire projet qui va dire que je veux telle ressource, l'autre gestionnaire va dire que je suis en train de les utiliser actuellement, donc on peut avoir un souci. Un autre souci, c'est par rapport au nombre de ressources à allouer sur un certain projet. Eh bien, avoir deux équipes projets qui travaillent sur deux projets, par exemple, simultanément, avec deux gestionnaires différents, peut causer beaucoup de conflits, beaucoup de soucis. Donc, sa structure est complexe, ce qui peut être difficile à gérer. Les lignes d'autorité ne sont pas claires encore une fois, parce qu'il y a deux patrons, deux rapports, ce qui crée la confusion chez les membres de l'équipe de projet. Alors, encore une fois, nous allons parler de la structure organisationnelle matricielle. Eh bien, celle-ci, la structure organisationnelle matricielle forte, présente certaines similitudes avec celle de la structure organisationnelle axée sur les projets. Dans le sens où le chef de projet est responsable d'un projet. Donc la base, c'est la même. On a un chef de projet qui est en charge d'un projet. Donc que ce soit pour la structure organisationnelle matricielle forte ou alors la structure organisationnelle projet ou alors projeté, ont donc la même base, à savoir qu'il y a un seul responsable de projet, qui est le chef de projet. Alors, si l'organisation est dotée d'une structure matricielle faible, nous venons de parler de la structure matricielle forte. À présent, si l'organisation est dotée d'une structure matricielle faible, eh bien l'autorité du projet tombera entre les mains d'un gestionnaire fonctionnel, comme c'est le cas dans une organisation fonctionnelle. Dans une structure matricielle équilibrée, donc nous allons voir les trois exemples. Structure organisationnelle matricielle forte, faible et maintenant équilibrée, qui est, qui est entre les deux. Donc dans une structure matricielle équilibrée, le gestionnaire de projet et le gestionnaire fonctionnel partagent une autorité égale pour le projet. Ce qu'on veut dire par le gestionnaire fonctionnel, eh bien, c'est le manager qui gère un département. Donc, dans ce cas où elle est dans la structure matricielle équilibrée, eh bien, que ce soit le gestionnaire de projet ou alors le manager de département ou alors ce qu'on appelle le gestionnaire fonctionnel, ils vont partager une autorité similaire et égale sur un projet. Ce qui peut faciliter les choses. Alors,
il nous vient maintenant de choisir la bonne structure de gestion euh, quand on travaille sur un projet. Comment choisir la structure de gestion de projet appropriée? Eh bien, en fonction de l'autonomie dont le projet a besoin pour être mené à bien, les considérations relatives au projet sont les suivantes. Donc, quels sont les paramètres qui vont déterminer notre choix sur la structure de gestion de projet à avoir? Eh bien, cela va dépendre de la taille du projet, de l'importance stratégique du projet, de la nouveauté et les différents besoins d'innovation si il y en a, du besoin d'intégration, à savoir le nombre de départements impliqués, de la complexité de l'environnement. Donc, ceci, vous pouvez trouver plus de paramètres, mais ces 5 paramètres vont être les principaux éléments qui vont déterminer notre choix sur la structure de gestion de projet. Alors, autre paramètre, nous allons voir le budget et ce qu'on appelle les time constraints, euh, donc les différentes problématiques liées au temps, forcément. La stabilité des ressources aussi. Alors, quelles sont les meilleures méthodologies de gestion de projet? Alors, on en a beaucoup de méthodologies de gestion de projet. Maintenant, chers étudiants, nous allons parler des, des plus en vue, les plus utilisées dans différentes industries. Donc, en fait, ces méthodes sont nombreuses et certaines vont jusqu'à combiner, ou alors se combiner pour former de nouvelles approches hybrides. Alors, quelles sont-elles exactement? Comment aident-elles les équipes de projet à mieux travailler? Et qu'est-ce qui fait qu'une méthodologie est mieux appropriée qu'une autre? Nous allons voir ça dans les slides prochains. Donc, les meilleures méthodologies de gestion de projet. En substance, en général, les méthodologies de gestion de projet sont des façons différentes d'aborder un projet. Chacune s'accompagne de ses propres processus et flux de travail. Ce qu'on veut dire par là est que chaque type de gestion de projet est différente de par ses caractéristiques, de la façon avec laquelle elles abordent un projet. Chacune d'entre elles possède ses propres processus et ses propres flux ou alors volume de travail. On va commencer par les méthodes traditionnelles, donc les plus en vue, les plus classiques, on va dire. Donc, A, les méthodes traditionnelles et séquentielles. La méthode la plus connue, la plus répandue est la méthode de gestion de projet waterfall. Alors, waterfall, en français qui veut dire cascade, alors séquentielle. Alors, quelle est la façon la plus courante de planifier un projet? Ordonner les tâches qui mènent à un produit final et les réaliser dans l'ordre. Cela est euh, la façon la plus courante de planifier un projet. Vous avez des tâches, des objectifs, vous les ordonnez et vous allez à la fin avoir un produit final qui va être réalisé dans un ordre bien défini. Ceci est la méthode waterfall ou alors la méthode en cascade, qui est une méthode traditionnelle de gestion de projet et aussi la plus simple à comprendre. Une tâche doit être achevée avant que ne commence la suivante, dans une séquence d'éléments liés entre eux qui s'additionnent pour former un livrable final. Donc c'est une série de séquences qui sont liées entre eux. On ne passe pas à la prochaine étape.
que si l'étape passée est validée et achevée. C'est une méthode idéale pour les projets qui aboutissent à des objets physiques, par exemple les bâtiments, les ordinateurs. Et les plans de projet peuvent être facilement reproduits pour une utilisation ultérieure. Alors, cette méthodologie de gestion de projet waterfall ou en cascade, alors son intérêt, son objectif est que chaque étape est planifiée à l'avance et présentée dans l'ordre approprié. Alors, bien que cette méthode soit la plus simple à mettre en œuvre au départ, tout changement dans les besoins ou les priorités du client perturbera l'ordre des tâches, ce qui rendra le projet très difficile à gérer. Cette méthode est excellente en matière de prévisibilité, mais manque de souplesse. Alors, ce qu'on peut dire, chers étudiants, de cette méthode, c'est que c'est une méthode qui est claire, qui est simple. Par contre, chaque étape doit être planifiée à l'avance et dans un certain ordre. Ce qui veut dire que si l'on a des changements au cours du projet, si le client a de nouveaux besoins, si on rencontre des problématiques financières ou alors de ressources ou autres, eh bien, cela va perturber notre projet. Par contre, on ne pourra pas modifier l'ordre des tâches, ce qui va fortement impacter le projet et à la fin, on n'aura pas un projet de qualité comme on le voulait, du fait qu'il y a eu des éléments qui ont modifié le projet en cours. Donc, c'est une méthodologie ou technique excellente pour des projets qui sont prévisibles. Ça veut dire que c'est pour des projets sur lesquels on sait d'avance qu'on n'aura pas de changement ou alors d'éléments qui vont perturber ou changer le cours du projet. Par conséquent, elle manque de souplesse. Elle n'est pas adaptative aux différents besoins qui changent au cours de projet. Alors, une autre méthode, ce qu'on appelle la méthode du chemin critique, CPM, ou alors CPM, Critical Path Method. Cette méthode du chemin critique a été développée dans les années 50 et repose sur l'idée que certaines tâches ne peuvent être entamées avant qu'une tâche antérieure ne soit terminée. Lorsque vous enchaînez ces tâches dépendantes du début à la fin, vous tracez votre chemin critique. En identifiant et en se concentrant sur ce chemin critique, le chef de projet peut établir les priorités et affecter les ressources afin de réaliser les travaux les plus importants et reprogrammer les tâches moins prioritaires qui pourraient monopoliser la capacité de l'équipe. Ainsi, si des changements doivent être apportés au calendrier du projet, vous pouvez optimiser le processus du travail de votre équipe sans retarder les résultats finaux. Maintenant, nous allons parler de la méthode Critical Chain Project Management, CCPM. Donc, cette méthode de CCPM va plus loin que la méthode du chemin critique. Donc, c'est une méthode qui va apporter plus d'éléments, qui va être plus développée. Elle met l'accent sur les ressources nécessaires pour accomplir les tâches du projet en ajoutant la disponibilité des ressources du chemin critique. Elle intègre également des marges de sécurité aux tâches dans le calendrier du projet, ce qui permet de s'assurer que le projet est réalisé dans les délais. Alors, deuxième type de projet ou un deuxième type de méthodologie de gestion de projet, chers étudiants, c'est B. Donc A, on a parlé des méthodologies classiques, séquentielles. Maintenant, nous allons parler de la famille agile. Donc, deuxième famille, deuxième type de méthodologie,
La famille agile. Alors, les méthodologies de gestion de projet agile gagnent en popularité. Elles sont de plus en plus utilisées et répandues dans différentes industries. Donc, les méthodologies de gestion de projet agile gagnent en popularité. Pourquoi? Eh bien, en raison du rythme accru de l'innovation. Parce qu'on a une innovation technologique à tous les niveaux et de l'environnement commercial très compétitif. En général, les méthodologies agiles donnent la priorité au cycle itératif plus court et à la flexibilité. Jetons un coup d'œil à certains des cadres agiles les plus populaires. Donc, la méthodologie de gestion de projet agile. Le cœur ou alors le noyau de la méthodologie agile a été développé en 2001 et s'appuie sur 4 valeurs principales. Alors, en premier, nous allons trouver les individus et les interactions plutôt que les processus et les outils, le fonctionnement du logiciel plutôt que la documentation complète, la collaboration du client plutôt que la négociation du contrat, la réponse au changement plutôt que le suivi d'un plan. Donc, à travers ces 4 valeurs principales de cette méthodologie agile, on va voir que c'est une méthode qui est vraiment souple, innovante et qui s'adapte aux différents types de projets. Alors, le manifeste ou alors la vision agile de développement logiciel met en avant un état d'esprit novateur pour la création de valeur et la collaboration avec les clients. Aujourd'hui, le mot agile peut faire référence à ces valeurs, ainsi qu'au cadre permettant de les mettre en œuvre. Notamment, donc, on va parler de certains de ces, ou alors une de ces méthodologies, des exemples. Vous avez le Scrum, Kanban, Extreme Programming et Adaptive Project Framework, APF. Donc, ce qu'on vient de citer sont des exemples de logiciels ou alors de systèmes euh, qui utilisent la méthode agile. Alors, qu'est-ce que ces différents cadres agiles ont en commun? Eh bien, les objectifs du projet sont clairement définis par le client, qu'ils soient internes ou externes, tandis que le livrable final peut changer au fur et à mesure de l'avancement du projet. L'équipe de projet travaille par cycle itératif en évoluant toujours les résultats à la fin de chaque cycle. En fonction des résultats de ces évaluations, le livrable final peut être modifié afin de mieux répondre aux besoins du client. La collaboration continue est essentielle tant entre les membres de l'équipe de projet qu'avec les parties prenantes du projet. Alors, l'exemple, une des méthodologies agiles qui est très répandue, c'est le Scrum. Alors, c'est quoi le Scrum? Scrum est le cadre de développement agile le plus populaire, le plus répandu. On va le trouver dans diverses industries, dans diverses entreprises. Et c'est un terme qui commence à se démocratiser, car il est relativement simple à mettre en œuvre. Alors le Scrum résout également de nombreux problèmes auxquels les développeurs de logiciels étaient confrontés dans le passé. Par exemple, les cycles de développement complexes, des plans de projet rigides et des calendriers de production qui changent. Dans la méthode Scrum, une petite équipe est dirigée par un Scrum Master, dont la tâche principale est d'éliminer tous les obstacles pour que le travail soit fait plus efficacement. L'équipe travaille selon des cycles courts de 2 semaines qui sont appelés sprints. Toutefois, les membres de l'équipe se réunissent quotidiennement pour discuter
de ce qui a été accompli et des obstacles qui doivent être éliminés. Cette méthodologie permet un développement et des tests rapides, en particulier au sein des petites équipes. Autre méthodologie, la méthodologie Kanban. Alors, autre cadre agile, Kanban est basé sur la capacité de travail de l'équipe. Il a vu le jour dans les usines de Toyota au Japon dans les années 1940. C'était à l'origine un système visuel de cartes, ou alors appelé Kanban en japonais. Ce système de cartes est utilisé par un service pour signaler que son équipe était prête à recevoir plus de matières premières et qu'il avait une plus grande capacité de production. Aujourd'hui, cette approche visuelle de la gestion de projet est bien adaptée aux travaux qui nécessitent une production régulière. Donc, les équipes de projet créent des représentations visuelles de leurs tâches, souvent à l'aide de notes adhésives et de tableaux blancs, ou alors de versions virtuelles pouvant être utilisées en ligne, et font passer les notes ou les tâches par des étapes prédéterminées afin de voir les progrès au fur et à mesure et d'identifier les obstacles qui se présentent. De méthodologie de gestion de projet agile, nous avons le Extreme Programming. Alors, le Extreme Programming est une autre ramification de la méthode agile. Elle est conçue pour améliorer la qualité et la simplicité des logiciels et la capacité d'une équipe de développement à s'adapter aux besoins des clients. Tout comme la formule agile originale, le XP se caractérise par des sprints de travail courts, des itérations fréquentes et une collaboration constante avec les parties prenantes. Des changements peuvent se produire au cours d'un sprint. Si le travail n'a pas commencé sur une certaine fonctionnalité, il peut être remplacé par une tâche similaire. Autre méthodologie de la gestion agile, cadre de projet adaptatif, le CPA. La méthodologie du cadre de projet adaptatif est née de l'idée que la plupart des projets informatiques ne peuvent être gérés à l'aide des méthodes traditionnelles de gestion de projet, en raison de l'incertitude et de l'évolution des exigences. Ainsi, l'APF ou alors le cadre de projet adaptatif commence par une structure de répartition des exigences pour définir les objectifs stratégiques du projet sur la base des exigences, des fonctions, des sous-fonctions et des caractéristiques du produit. Alors le projet se déroule par étapes itératives et à la fin de chaque étape, les équipes évaluent les résultats précédents pour améliorer les performances et les pratiques. Les parties prenantes peuvent également modifier la portée du projet au début de chaque étape afin de s'assurer que l'équipe génère la plus grande valeur pour l'entreprise. Alors, en C, donc nous avons parlé en A des méthodes donc, traditionnelles, séquentielles. En B, nous avons parlé des fameuses méthodologies agiles telles que Scrum et Kanban. En C maintenant, nous allons parler des méthodologies de gestion du changement. Alors, il existe également des méthodologies de gestion de projet qui mettent l'accent sur la gestion du changement, en particulier la planification des risques et la mise en charge du changement quand il se produit. Parmi les méthodes les plus importantes, on va trouver le Event Chain Methodology, ECM, ainsi que le Extreme Project Management, XPM. Alors, on ne va pas rentrer en détail dans ces deux méthodes,
je vous invite, chers étudiants, à lire davantage sur ces deux méthodes, mais on va donc uniquement les citer pour maintenant. Alors, en D, on a d'autres méthodologies qui sont les méthodologies basées sur le processus. Alors, ces méthodes de gestion de projet qui s'apparentent au Business Process Management, BPM, ou gestion des processus métiers. Ici, chaque méthode se concentre sur le travail en tant que collection de processus. Même si les puristes de la gestion de projet pourraient arguer que ces méthodes appartiennent à une catégorie différente, on estime qu'elles sont tout à fait valables pour planifier et exécuter un plan de projet. Toujours en D, donc les méthodologies basées sur le processus, on a le fameux Lean. On entend beaucoup ce terme, donc durant les dernières années, on entend Lean dans différentes industries, dans les médias, à la télévision, sur Internet. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par Lean? Alors, Lean est une méthodologie axée sur la rationalisation et l'élimination de la perte. La première étape consiste à créer une répartition des processus de travail afin d'identifier et d'éliminer les goulets d'étranglement, les retards et toute forme de gaspillage. L'objectif est de faire plus avec moins pour apporter une valeur ajoutée au client en utilisant moins de main-d'œuvre, moins d'argent et moins de temps. Alors, une autre méthodologie qui est elle aussi basée sur le processus, eh bien, on va trouver le fameux Six Sigma. Alors, quel est le Six Sigma? Quelle est cette méthodologie? Eh bien, le Six Sigma est une méthodologie basée sur des statistiques. Elle cherche à améliorer la qualité d'un processus en mesurant les défauts ou bugs, alors bugs en anglais, qui sont présents en les éliminant le plus possible. Un processus peut donc atteindre une note de Six Sigma si 99,99966% du produit final est réalisé. Le livrable du projet est exempt de tout défaut si on atteint ce pourcentage. Maintenant, on a une autre méthodologie, eh bien, ce qu'on appelle le Lean Six Sigma. Vous l'avez sans doute compris, eh bien, c'est une combinaison entre les deux méthodologies, à savoir le Lean et le Six Sigma. Donc, combinant l'approche minimaliste du Lean, qui veut dire pas de gaspillage, qui est son principe, et l'amélioration de la qualité du Six Sigma, dont le principe est le zéro défaut, eh bien, le Lean Six Sigma se concentre sur l'élimination du gaspillage afin que les projets soient plus efficaces et plus rentables et qu'ils répondent véritablement aux besoins des clients. Maintenant, parler de la gestion de projet basée sur le processus également. Donc, la gestion de projet basée sur le processus est une méthodologie qui aligne tous les objectifs du projet sur la mission élargie et les valeurs de l'entreprise. Ainsi, tous les objectifs et tâches du projet restent stratégiques et doivent s'inscrire dans les objectifs plus larges de l'entreprise. Les étapes de cette méthodologie incluent la définition du processus, l'établissement de mesures, la mesure des processus et l'ajustement des objectifs lorsque ceux-ci s'avèrent instables, et aussi la planification des améliorations et leur mise en œuvre. Autre méthodologie, eh bien, on va trouver PRINCE2, Prism Benefits Realization. Ça, c'est pour parler des autres méthodologies. On va parler des étapes suivantes. Donc, lorsqu'on choisir la bonne méthodologie de gestion de projet, avant
tant d'options différentes. Comment choisir la bonne méthodologie pour votre projet, votre équipe? Eh bien, vous devez choisir votre méthodologie en fonction des besoins de votre projet et de votre équipe. Donc, voici 2 conseils qui vont nous aider. A. Commencez toujours par la fin. Donc, il faut examiner vos besoins, la finalité et les objectifs de votre projet. À quoi doit ressembler votre livrable final? Quels avantages doit-il apporter? Etc. Par exemple, s'il s'agit d'un objet physique, tel qu'un bâtiment ou un produit ménager, avec des matériaux très précis et des attentes claires de la part des parties prenantes, une méthodologie séquentielle comme Waterfall ou le schéma critique pourrait être utile. S'il s'agit d'un produit logiciel ou d'une application qui n'est pas encore gravée dans le marbre, une méthodologie agile plus flexible peut être exactement ce dont le projet a besoin. Le développement durable est-il une valeur fondamentale de l'organisation et est-il essentiel à la livraison de votre produit? Si oui, tournez vers Prism. Est-ce que le développement rapide d'un produit minimum viable est-il la chose la plus importante? Si oui, orientez-vous vers l'une des méthodologies basées sur les processus tels que le Lean ou le Lean Six Sigma. En B, évaluez ce qui fonctionne déjà. N'oubliez pas les processus de travail déjà en place qui sont révélés efficaces pour votre équipe dans le passé. Dans quel type d'environnement de travail l'équipe excelle-t-elle? Si elle privilégie la collaboration en intégrant de nouvelles idées au fur et à mesure qu'elle avance ou même des changements de dernière minute pour répondre aux besoins de changement, ou alors des besoins changeants, alors envisagez les méthodologies telles que Scrum, Kanban, XP ou alors APF. Ou préfère-t-elle un plan ordonné et structuré qui permet d'accomplir les tâches de manière séquentielle? Dans ce cas, envisagez plutôt la méthodologie telle que Waterfall, ou alors le chemin critique et le CCPM, Critical Chain Project Management. Je tiens à vous remercier, chers étudiants, pour votre attention et j'espère que donc cette séance, ce cours d'aujourd'hui a été bénéfique et vous avez appris de nouvelles structures, que ce soit les différentes structures organisationnelles, quel est l'impact de ces structures sur la gestion d'un projet, sur l'équipe projet, sur le project manager, etc. Nous avons vu différents types de méthodologies de gestion de projet aussi. Donc, j'espère que c'est clair quant à ces différentes méthodologies et par rapport à leur spécificité et comment elles s'adaptent à différents projets. Donc, je vous invite à lire, chers étudiants, donc dans des sites spécialisés, Internet, YouTube, vous allez trouver du contenu et sur le textbook qui est alloué à ce module. Donc, je tiens à vous remercier encore une fois. N'oubliez pas que si vous avez des questions, des interrogations, des remarques, des suggestions, eh bien, vous pouvez les mettre sur la plateforme de l'université, à savoir Moodle. Je tiens encore une fois à vous remercier et vous dis à très bientôt.